les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir à tous, bienvenue au CHRD. On est ravis de vous accueillir pour la dernière conférence de la saison. Cette conférence, elle est autour de la capitulation allemande des 7 et 8 mai 1945, enjeux stratégiques et jeux de mémoire. Et on est ravis d'accueillir Philippe Buton pour cette conférence, qui est professeur d'histoire contemporaine émérite à l'Université de Reims. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour amorcer ma conférence, je partirai d'une observation que j'ai formulée ainsi. Combien de journalistes et d'observateurs parlent encore de l'armistice du 8 mai 1945 qui aurait mis fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe? Une phrase, deux erreurs. Première erreur, ce n'est pas un armistice qui met fin à la Seconde Guerre mondiale, mais une capitulation. Deuxième erreur, cela ne s'est pas passé à Berlin le 8 mai 1945, mais à Reims le 7 mai 1945. Alors ces deux erreurs constitueront le plan de ma conférence et je voudrais à chaque fois rétablir la vérité, évidemment, mais aussi me demander d'où vient l'erreur et pourquoi. Alors commençons par le premier point, le prétendu armistice de 1945. Évidemment, si des journalistes ou des observateurs quelconques parlent de l'armistice de 1945, c'est bien sûr par analogie avec un autre armistice, celui du 11 novembre 1918, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Cette analogie, cette erreur, mais cette vraie analogie, autorise déjà plusieurs observations. La première, c'est le poids de la Première Guerre mondiale dans la conscience française. En gros, la Grande Guerre pour la France, autrement dit, le grand traumatisme de guerre pour la France, c'est la Première Guerre, pas la Seconde Guerre mondiale. Et la raison, c'est bien sûr d'abord un traumatisme de souffrance et de catastrophe démographique. Pour s'apercevoir de ce choc, il suffit, de cette différence entre ces deux conflits mondiaux, pour la France, il suffit d'aller devant n'importe quel monument aux morts de n'importe quelle commune française et de s'apercevoir de la différence entre la litanie des morts de la Première Guerre mondiale et le nombre très restreint des morts de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vous avais pris, tout à fait par hasard, une photo pour illustrer mon propos, mais visiblement, on a un problème de lisibilité des diapos que j'ai prises. Donc là, vous êtes obligés de me croire, parce qu'on ne voit rien. Mais enfin, je pense que vous avez tous vu des monuments aux morts de la guerre. Bon, celui-là, j'avais pris tout simplement pour faire une petite allusion à Georges Clemenceau, mais enfin, c'est tout à fait personnel. Bref, là, on ne voit rien. Mais il y a sur trois faces de ce monument qui sont remplis de morts, des noms des morts de la Première Guerre mondiale, et on a rajouté une petite plaque, c'est ce qu'on fait la plupart du temps dans la plupart des communes de France, une petite plaque où il y a quelques noms pour la Deuxième Guerre mondiale. Enfin bref, cette différence de catastrophe démographique entre les deux guerres a beaucoup de conséquences, mais ce n'est pas seulement fait par l'inconscient des Français. C'est déjà fait en conscience par les contemporains de la Seconde Guerre mondiale. Voici, alors, là aussi, vous êtes obligés de me croire un tout petit peu sur parole. Sur cette affiche, ça dépend de vos yeux, sur cette affiche, vous êtes censés voir 4 drapeaux entrelacés, enfin qui sont pas entrelacés, juxtaposés. Il y a les drapeaux des quatre puissances alliées, là, le français, le britannique, l'américain et le soviétique. Je vois même pas si il y a les 4 cette fois-ci. Mais ce qui est important, c'est le titre, 7 fois jusqu'à Berlin, et le fait
que ce soit une affiche américaine qui a été apposée sur les murs de France, évidemment, après la libération, pendant la période 1945. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette fois jusqu'à Berlin? Ça veut dire, pour les gens qui regardent cette affiche en 44-45, ça veut dire, cette fois, pas comme en 1918. Cette fois, on va jusqu'à Berlin. On ne s'arrête pas avant, comme on l'avait fait en 1918. Mais pour comprendre ce que ça veut dire, il faut se mettre dans la peau des gens en 1944 et de se dire qu'est-ce qu'ils entendaient par « pas comme en 1918 ». Eh bien, interrogeons-nous sur que s'est-il passé en 1918 tel que les gens de 1944 le percevaient. Alors pour ça, je vais partir d'un document qui est... Ouais, alors là, on voit vraiment rien du tout. Je suis vraiment désolé. Enfin, bref, c'est la couverture d'un livre que tout le monde connaît, mais que pas grand monde a lu. C'est le Mein Kampf d'Hitler. Je vais partir du texte des mémoires de Mein Kampf, enfin, des mémoires d'Hitler, écrites au début des années 20. Je vais partir de son texte, ce qu'il raconte sur les événements du 11 novembre 1918, pas parce qu'il dit la vérité, évidemment, mais parce que ce qu'il pense, hélas, ce qu'il décrit comme étant la vérité, hélas, a été cru par un nombre important d'Allemands. Alors commençons, et là je vais être obligé de vous lire parce que, c'est un peu meilleur là, oui. Mais je ne sais pas pourquoi, le mystère. Alors voilà, commençons le propos d'Hitler. Donc c'est Hitler qui parle, hein, et il raconte ce qui se passe la fin de la Première Guerre mondiale. En cet hiver 1917-1918, des nuages opaques montèrent au firmament des Alliés. Durant presque 4 ans, on avait exécuté des assauts contre le géant allemand et l'on avait pu l'abattre. Mais alors, celui-ci n'avait de libre que son bras, celui tenant le bouclier pour se défendre, tandis qu'il devait tirer le glaive pour frapper tantôt à l'est, tantôt à l'ouest, tantôt au sud. Maintenant, enfin, le géant était libre sur ses derrières. En français, on traduirait ça par sur ses arrières, hein, mais le traducteur des années 30 n'était pas terrible. Des flots de sang avaient coulé jusqu'à ce qu'il réussit à abattre définitivement l'un des adversaires. Concrètement, la Russie, hein, je traduis. Désormais, à l'ouest, le glaive devait se joindre au bouclier. Et puisque jusqu'ici l'ennemi n'avait point réussi à briser la défense, c'est lui-même qui devait être atteint par l'attaque. On la craignait et on tremblait pour la victoire. Fin de citation de Mein Kampf. Alors, je résume. Pendant 4 ans, tous les ennemis de l'Allemagne n'ont pas réussi à la vaincre, alors même qu'elle devait lutter sur 2 fronts, à l'ouest contre la France et à l'est contre la Russie. Or, depuis la révolution russe bolchevique de novembre 1917 et la paix de Brest-Litovsk de mars 1918, l'Allemagne ne se bat plus que sur un seul front, l'ouest. Donc, mathématiquement, elle doit gagner. Voilà le propos d'Hitler. Alors évidemment, vous avez sûrement remarqué que dans le tableau qu'il présente, qui n'est pas faux, qui est même principalement exact, tout n'est quand même pas exact. Il manque quelques éléments, et notamment l'entrée en guerre des États-Unis. On pourrait ainsi estimer, certes, que l'armée russe n'est plus là, mais qu'à la place, il y a l'armée américaine, et que ce n'est pas plus mal. Alors, l'argument se tient, mais il n'est pas définitif, car Hitler pourrait objecter que les États-Unis sont entrés en guerre en avril 1917, et qu'en un an, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de soldats américains encore sur le champ de bataille un an après. Donc, il n'y a pas de raison évidente que cela change dans les mois qui viennent. Bref, du côté d'Hitler, l'optimisme domine. Et il continue son propos. Au moment où l'on donnait les dernières instructions aux divisions allemandes pour la grande attaque, sous-entendu du printemps 1918, la grève générale
éclata en Allemagne. Alors et là, il continue, je résume un peu. La grève générale provoque la pénurie de munitions qui empêche la réussite de l'offensive. Malgré cela, l'armée allemande avance, puis recule en ordre. Et puisque la grève générale ne suffit pas, les révolutionnaires déclenchent la révolution. Et là, après, au moment de la révolution de novembre, voici, Hitler continue. Au mois de novembre, vous l'avez, citation, au mois de novembre, la tension générale s'augmenta. Et un jour, la catastrophe fit soudain sa brusque irruption. Des matelots arrivèrent en camion automobile et excitèrent à la révolution. Quelques jeunes juifs étaient les chefs de ce mouvement pour la liberté, la beauté et la dignité de l'existence de notre peuple. Aucun d'eux n'avait jamais été sur le front. Par le biais d'un hôpital de vénériens, les 3 orientaux avaient été refoulés de la zone désarmée vers l'arrière. Maintenant, ils y hissaient le chiffon rouge. Autrement dit, la grève générale n'a pas suffi, donc les révolutionnaires déclenchent la révolution. Et c'est le drame. Et il y a, bon, il raconte comment on va gagner un peu de temps, comment il est complètement saisi. Il est aveugle à ce moment-là. Hein. Il est aveugle et il croit, il ne sait pas s'il va recouvrer la vue. En tout cas, il est aveugle et il est totalement désespéré en apprenant la fin de la guerre. Et donc, il se jette sur son oreiller, il se met à pleurer, etc. Et la fin est intéressante. À la fin de l'épisode. L'épilogue, si on veut. L'empereur Guillaume II était le premier empereur d'Allemagne qui avait tendu la main pour la réconciliation au chef du marxisme, sans se douter que les fourbes n'avaient point d'honneur. Tandis qu'il tenait encore la main de l'empereur dans la leur, l'autre cherchait le poignard. Avec le juif, il n'y a point à pactiser, mais seulement à décider, tout ou rien. Quant à moi, je décidais de faire de la politique. Alors, toute cette rhétorique hitlérienne, je la résumerai par une phrase. L'armée allemande n'a pas été vaincue, elle a été trahie. Ce qui est important, et très important, c'est que, vous savez, c'est ce qu'on appelle la légende du coup de poignard dans le dos. Ce qui est très important, c'est que cette croyance que l'armée allemande n'a pas été vaincue, ce n'est pas seulement une croyance d'Hitler, ni du groupe nationaliste, des groupes nationalistes de l'époque ou de l'extrême droite, etc., etc. C'est une croyance qui est extrêmement répandue. Comme vous le savez peut-être, le 9 novembre, c'est la révolution en Allemagne. Un nouveau gouvernement prend le pouvoir, dirigé par des socialistes. Le lendemain, donc le 10, autrement dit, comme dirait la paliste, la veille du 11, c'est-à-dire la veille de l'armistice. Hein. Donc le 10, le nouveau chancelier, qui est un socialiste, Ebert, il est à Berlin et il accueille les troupes qui reviennent du front. C'est la première fois que ce nouveau gouvernement, ce chef de gouvernement, évidemment, il a été nommé la veille, enfin nommé, façon de parler, c'est la Révolution, qu'il a pris le pouvoir la veille, il s'adresse aux troupes. Et il va leur faire un discours. Vous voyez bien la portée symbolique de ce premier discours. Alors il demande à son chef d'état-major, un général, il lui demande « rédigez-moi un brouillon ». Voici le brouillon qu'a rédigé le général. Vous avez, avec une abnégation sans exemple, tenu pendant 4 ans et demi l'ennemi éloigné des pays allemands. La masse des ennemis nous a écrasés, mais vous revenez invaincus. Vous revenez invaincus. Voilà ce que déclare le chef d'état-major de l'armée allemande. Phrase lourde de sens. Alors si on entre dans les détails, là on a le recul suffisant, on a un peu de temps, si on entre dans le détail, Ebert ne dit pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre cette phrase du chef d'état-major de l'armée allemande, il va la modifier. Mais écoutez bien ce qu'il va dire comme modification. Vos exploits et vos sacrifices sont sans exemple. Aucun ennemi ne vous a surpassé. Fin de citation. Inutile de dire que c'est très subtil. Certes, aucun ennemi ne vous a surpassé, on peut entendre
que c'est simplement dans le domaine du courage, dans le domaine des sacrifices, dans le domaine, etc., etc. Mais on peut entendre aussi qu'aucun ennemi ne vous a battu. Or, c'est ce discours-là qui est largement répandu partout. De telle sorte que tout le monde, pratiquement, entend que l'armée allemande n'a pas été vaincue sur le champ de bataille. Je vais prendre un seul exemple, mais qui me semble très significatif. J'espère que là, vous arrivez à le voir. C'est un des principaux magazines illustrés allemands. C'est l'équivalent de notre Paris Match actuel. C'est important parce que c'est en lisant ce type de magazine que les Allemands se forgent d'abord une représentation de la guerre, et puis ensuite un imaginaire de cette guerre. Ici, je vous ai pris le Das Illustratorblatt du 1er décembre 1918, c'est-à-dire le numéro qui est après l'armistice, après la fin de la Première Guerre mondiale, enfin la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Alors vous avez donc cette première, la une ici. Il y a 8 pages en tout dans chaque numéro. La une avec des soldats qui rentrent, voilà, enfin c'est pas des éclopés, c'est pas des blessés, c'est des gens qui sont pleins de talent. Avec, ils sont accueillis, willkommen, bienvenue, dit la banderole qui les accueille. Mais voilà ce qui m'intéresse, c'est la page 2. Alors évidemment, on voit très mal, mais en tout cas on voit des soldats qui, l'original on voit très bien, on voit des soldats qui rentrent tranquillement, ce pas des blessés, c'est des soldats qui rentrent chez eux. Et regardez le texte, alors je vous l'ai agrandi. La première chose que nous pouvons, le premier mot que nous allons dire à cet homme qui est en casque d'acier, Stahlhelm, casque d'acier, unbesiegt, invaincu. Et puis ensuite, la deuxième phrase, nous te remercions. Mais invaincu. Donc vous avez un des magazines lus par des centaines de milliers d'exemplaires qui dit, mais c'est un exemple parmi des centaines, invaincu. Donc cette légende de l'armée qui est invaincue, c'est vraiment une légende extrêmement répandue. Alors pour le comprendre, l'importance de cette croyance, de cette légende, je vous ai mis une carte, mais alors hélas, elle est absolument illisible, mais vous allez me faire confiance. Si vous la regardez attentivement et que vous avez 10 sur 10 chez l'ophtalmo, vous allez voir que l'Allemagne, à ce moment-là, c'est entre les deux grandes zones rouges qui sont représentées, l'Allemagne domine encore très largement l'Europe. Très largement l'Europe, notamment à l'Est, puisque c'est le traité de Brest-Litovsk avec la Russie de mars 1918. Mais cette domination, elle existe aussi également à l'Ouest. Voilà le front, je pense que vous le voyez, la ligne de front qui est en rouge, c'est la ligne de front le 11 novembre 1918. Eh bien, le 11 novembre 1918, il n'y a aucun soldat russe évidemment, mais belge, français, américain, anglais, etc. Aucun soldat n'a pénétré sur le territoire allemand. L'Allemagne est toujours entièrement inviolée. Le territoire allemand est totalement inviolé. Ça c'est à peu près connu. Je vais rajouter un élément qu'on oublie trop souvent. C'est ce qu'on appelle, classiquement on appelle ça le bourrage de crâne, c'est-à-dire la presse illustrée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je voudrais faire un tout petit flashback. J'ai pris un numéro totalement au hasard, j'ai pris le numéro qui est juste avant l'armistice. J'ai pris un numéro d'octobre 1918. Là, vous avez vu le numéro de décembre 1918. Je vais vous faire voir le numéro d'octobre 1918. Je vais aller vite parce qu'on ne va pas passer notre temps sur 1918. Mais c'est vraiment important pour essayer de comprendre comment les Allemands s'imaginent la guerre. Comment les Allemands s'imaginent la guerre. En octobre 1918, comment ils s'imaginent la guerre qui va se terminer là, 15 jours plus tard. Alors, je retrouve, parce que ça a été mélangé là, sur mon fichier, je ne sais pas très bien pourquoi.
Alors voilà, on est en octobre 18. Je vais passer vite, hein, je ne vais pas commenter à fond, mais regardez, essayez d'imaginer ce qu'ils imaginent en voyant ce type de journaux. Il y a 8 pages en tout, hein. Je vous passe vite. C'est des petites annonces. Alors ici, je vais agrandir un peu parce que ça, c'est les seules photos qu'on a sur les combats qui sont censés représenter les combats de la Première Guerre mondiale. Je vous ai agrandi chacune des images. On a l'impression de partie de campagne. Hein. Ils sont en pique-nique. Sauf là, il y a, je ne sais pas si vous le voyez, on voit une sorte de vrai combat, mais c'est complètement faux. C'est complètement un faux combat. Si le gars se balade comme ça avec une casquette au-dessus de la tranchée, au bout de 5 minutes, il est mort. Hein. Donc ça, c'est posé. C'est une photo qui est posée. Donc, vous avez en Allemagne, à la différence de... Voilà, c'est la dernière page, je crois. Oui. En Allemagne, la presse allemande, à la différence de la presse française, présente une vision qui est complètement fausse de la guerre, une vision complètement aseptisée. Donc, mettez-vous maintenant à la place d'un Allemand lambda. Pendant 4 ans, il a imaginé cette guerre, grâce à la presse illustrée, il a imaginé cette guerre toujours victorieuse, toujours sans véritable danger. Il sait qu'il y a des morts, mais il n'a pas une vision très concrète de comment ils sont morts. Donc, une vision très héroïque de la guerre. Et là, une guerre toujours victorieuse, toujours en avant, toujours en avant. On montrait des reportages sur toutes les zones qui étaient conquises par l'armée allemande. Bon, on est en octobre 18, l'armée allemande occupe encore d'énormes portions à l'est. À l'ouest, elle est encore en Belgique, en France, etc. Et puis, brusquement, on lui dit que la guerre est perdue, que c'est fini. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne comprend pas. Ce que je viens de vous décrire, là, donc cette légende du coup de poignard dans le dos, c'est le temps de la sidération. La population allemande est saisie. Mais comment est-ce possible en une semaine, 15 jours? Comment peut-on? Donc, après le temps de la sidération, et en raison de la sidération, vient le temps de l'explication. Pourquoi? Alors, du côté du gouvernement, du côté des socialistes notamment, l'explication est un peu « on a été vaincu parce qu'on a été vaincu ». Et on évoque, enfin ils évoquent, l'arrivée des Américains, des troupes fraîches, alors que les Allemands sont épuisés. Bon, cela apparaît un peu court, même si, de fait, c'est principalement la bonne explication. Mais enfin, ça paraît quand même un peu court pour comprendre un événement aussi brusque et contradictoire avec la perception immédiate. Du côté, maintenant, des non-socialistes, c'est-à-dire, il y en a un paquet, c'est-à-dire, en gros, de l'armée, de la droite, de l'extrême droite, l'explication semble plus rationnelle. On a perdu parce qu'on a été trahi. Alors, qui a trahi? Si vous reprenez ce que les citations que je vous ai données d'Hitler tout à l'heure, l'explication, elle est double. Les traîtres sont doubles. Il y a d'une part ce qu'il appelle, selon les cas, les marxistes, les socialistes ou les révolutionnaires, il y a plusieurs termes, et d'autre part les juifs. Mais je vous fais remarquer que chez Hitler, c'est pratiquement la même chose. Soit les révolutionnaires sont des juifs, soit c'est la même chose parce que les révolutionnaires sont manipulés par les juifs. Donc vous avez d'abord un premier discours anti-gauche et antisémite qui est développé par l'extrême droite allemande et une partie de la droite allemande. À cela s'ajoute un deuxième discours. On a été trahi par les Alliés. Alors, ça c'est important, on a oublié cet argument, mais il a fait beaucoup de mal en Allemagne. L'idée c'est... L'armée allemande a été battue parce qu'elle a fait confiance à Wilson, au président américain. Car le président Wilson avait avancé ce qu'on appelle les 14 points. Donc l'idée, on arrête la guerre, mais avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, la thématique développée par, là pour le coup, toute la droite allemande
bon, je verrai la question des socialistes tout à l'heure, mais toute la droite allemande, toute l'armée, et puis tout, évidemment l'extrême droite, c'est que les Alliés n'ont pas tenu leur parole. Ils ont trahi leur parole. Voici, par exemple, une citation d'un texte nationaliste de février 1919. Je cite. « Confiante dans les principes du président Wilson, l'Allemagne a déposé les armes. Qu'on nous donne... non, excusez-moi, ça c'est pas la bonne citation. Excusez-moi, on reprend. Voilà la citation. Absolument invaincue, voilà, absolument invaincue, l'Allemagne, qui se tenait profondément en pays ennemi, a déposé les armes et demandé un armistice sur la base des 14 points de Wilson. Pensant avec confiance qu'elle avait affaire à des adversaires loyaux, l'armée allemande s'est démobilisée rapidement. » Fin de citation. Et donc, elle a été trahie lors du traité de Versailles en juin 19, parce qu'elle n'avait plus les moyens, puisqu'elle a démobilisé. Voilà l'analyse de la droite et de l'armée allemande. Le gouvernement dit une chose qui est, comme d'habitude, presque la même chose avec un petit bémol, mais un bémol que personne ne comprend, et c'est la citation que j'avais commencé. Voici ce que dit Ebert, donc le chancelier, en février 19. Confiante dans les principes du président Wilson, l'Allemagne a déposé les armes. Qu'on nous donne maintenant la paix de Wilson à laquelle nous avons droit. Voilà cette légende du coup de poignard dans le dos, donc la trahison par les révolutionnaires d'une part et par les Alliés d'autre part. Or, cette légende du coup de poignard dans le dos va avoir de gigantesques et dramatiques conséquences. Et c'est ça que les hommes de 1944, que les décideurs de 1944 ont dans la tête. Et c'est ce qui explique cette fois jusqu'à Berlin. Quelles vont être les conséquences dramatiques de cette légende du coup de poignard dans le dos? Première conséquence, c'est de priver la République de Weimar de toute légitimité. L'idée, c'est que la République, par sa révolution, aurait empêché la victoire. C'est donc le régime de traître au service des ennemis. D'où l'extrême fragilité de la République de Weimar. Concrètement, pendant toute son existence, la République de Weimar n'a été soutenue que par deux forces, la gauche socialiste d'une part, le SPD, et d'autre part le Zentrum, le centre, s'appelle le Zentrum catholique. C'est tout. Pour des raisons différentes, elle est rejetée par les communistes, mais aussi par l'extrême droite, très puissante, mais aussi par la droite. Donc, extrême fragilité de la République. La seconde conséquence dramatique sera d'alimenter la volonté de revanche. Encore une fois, mettons-nous à la place, dans la peau, dans la tête de ces Allemands des années 20. Puisqu'on n'a pas été vaincu, mais trahi, il suffira de prendre sa revanche en se débarrassant d'abord des traîtres, pour être certain de vaincre. J'ajouterai un autre élément important qu'on oublie trop souvent, qui est un peu, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais ça me semble nécessaire d'y revenir un peu. Entre 1919 et 1939, c'est quoi la guerre pour un Allemand d'une part et pour un Français d'autre part? La guerre qui s'est passée entre 14 et 18. Alors, si c'est un soldat qui soit allemand, qui soit français, bon, la guerre qui s'est passée, ils la connaissent, c'est la même chose. C'est l'horreur, c'est les souffrances, c'est les morts, etc. etc. Vous connaissez ça par cœur. Mais si ce n'est pas un soldat, si c'est un civil, quelqu'un qui était un civil, c'est quoi pour lui la guerre? Si c'est un Français qui habite dans le quart nord-est de la France, la guerre, c'est la destruction. Il suffit de se... Bon, moi, je viens de Reims, mais alors, évidemment, Lyon, c'est pas la même chose. Mais enfin, tous ceux qui étaient dans le nord-est de la France, ils savent les destructions.
Ils les connaissent. Et ils connaissent aussi les civils qui ont été extrêmement maltraités, même si on l'a oublié après. Mais quand l'armée allemande est entrée dans le nord de la France, les viols ont été extraordinairement nombreux et les massacres de civils également. Et puis il y a eu des déportations qui ont été effectuées par les Allemands, des prises d'otages, etc. Donc la dureté, pour ceux qui vivaient sous l'occupation, ils la connaissent. Pour ceux qui, comme à Lyon, n'ont pas connu l'occupation allemande de 14-18, après la guerre, vous avez un énorme mouvement de ce qu'on appelle le tourisme de guerre, des gens qui vont aller dans les zones des tranchées et qui ont découvert toutes ces destructions qui ont eu lieu. Alors que, pour un Allemand, les destructions, il n'y en a pas. Il n'y a aucune destruction. Le territoire allemand, comme vous le savez, il n'a pas été touché. Donc, les destructions, c'est pour les autres, c'est chez les ennemis, et on en a une vision extrêmement aseptisée. Hein. Pour eux, ils retiennent de la guerre ce qu'ils ont vu dans leurs magazines, des soldats qui font du sport, des soldats qui prennent des photos des différentes villes qui ont été conquises, etc. Donc, je résume. Illégitimité de la République de Weimar, volonté populaire de revanche, ce double effet sera le puissant moteur qui, dans un premier temps, servira à l'ascension des nazis, puis, dans un second temps, assoira la popularité d'Hitler. Telle est la raison principale pour laquelle, en janvier 1943, les trois grands, Staline, Roosevelt et Churchill, décident que la guerre s'achèvera par la capitulation de l'Allemagne, et pas par un armistice. Et en septembre 1944, quand on lit les mémoires d'Eisenhower, en septembre 1944, c'est évident que la guerre est finie, qu'il n'y a aucune possibilité pour les Allemands de se ressaisir, mais il s'interdit de leur proposer d'arrêter les combats, car la capitulation a été décidée. Excusez-moi. On voit bien les raisons de cette décision. 1. Il faut empêcher la naissance d'une nouvelle légende sur la trahison. Il faut que tous les Allemands, sans exception, ne puissent discuter une seconde la réalité de la défaite militaire. Ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation de la capitulation, il faut que tous les Allemands, sans exception, se rendent compte des horreurs de la guerre, dans leur chair et par leurs yeux. Alors cette pédagogie peut nous sembler un peu barbare, mais elle est vraisemblablement efficace. Participe aussi de cette même pédagogie l'obligation qui est faite à un certain nombre d'Allemands à proximité des camps de concentration de visiter ces camps. Toute une pédagogie pour contrer le thème du « on ne savait pas ». N'oubliez pas, alors je vous épargne les difficultés méthodologiques, mais je vous donne simplement les conclusions des recherches des historiens, que jusqu'en 1943 compris, la popularité d'Hitler reste dominante, majoritaire dans la population allemande. Voilà donc les raisons de cette décision prise par les trois grands de la capitulation, et non pas de l'armistice. Alors, quelles sont les conséquences de cette décision? Eh bien, il y a une grande différence, voire même une contradiction, entre les conséquences à long terme et les conséquences à court terme. À long terme, cette décision eut de très grandes conséquences positives. Au moins deux sont évidentes. 1, cela a participé au fait que la volonté de revanche était impensable. Impensable. Aucun Allemand n'a sérieusement cru qu'il allait recommencer la guerre après 1945. Alors, il n'y a pas que la capitulation qui a joué, il y a aussi l'ouverture de la guerre froide, il y a aussi donc la peur de l'invasion soviétique, il y a quelques années après la volonté de construction de l'Europe. Bon, mais quand même, cette perception charnelle des horreurs de la guerre a de toute évidence joué un rôle. Ça, c'est la première conséquence à long terme. La deuxième conséquence, c'est que ça a participé au grand événement post-Seconde Guerre mondiale,
ce que j'appellerais le retour autocritique de l'Allemagne sur elle-même. Ce qui est un phénomène totalement exceptionnel à l'échelle du monde. Cette capacité d'un peuple presque entier à s'interroger de façon autocritique sur ce qu'il avait fait. Eh bien, ne pas nier les crimes d'une part, ne pas reporter la responsabilité de ces crimes sur un tout petit groupe, Hitler et les chefs nazis d'autre part. Voilà ces deux énormes dangers qui ont été conjurés, en partie grâce à cette capitulation. Mais, à court terme, évidemment, les conséquences sont plus négatives à court terme. Parce que la première conséquence négative, c'est d'avoir accru l'ardeur combative des soldats allemands. Parce que le compromis semblait impossible. L'ennemi semblait intransigeant. Il fallait donc se battre jusqu'au bout. Ça, c'est la première conséquence négative. La seconde conséquence négative qui est liée, c'est le fait d'avoir renforcé l'union au sein des élites allemandes autour des dirigeants nazis. Pas de paix séparée possible, ou du moins extrêmement improbable. Voilà ce que l'on peut résumer sur les conséquences. Alors le pari des dirigeants alliés fut d'estimer que les conséquences positives à long terme l'emportaient sur les conséquences négatives du court terme. Avec le recul, il me semble difficile de leur donner tort. Je crois avoir expliqué les raisons de la capitulation, premier objectif de cette conférence. Bien sûr, s'il reste des points obscurs, nous en reparlerons lors des questions à l'issue de cette conférence. Reste la seconde interrogation sur laquelle je voudrais m'arrêter un peu plus longuement. Comme je l'ai dit en introduction, la Seconde Guerre mondiale en Europe ne s'est pas terminée à Berlin le 8 mai, mais à Reims le 7 mai. Mais personne ne le sait. Personne ne le sait. C'est le second volet de cette conférence. Pourquoi a-t-on oublié le 7 mai 1945 ? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui s'offrent à nous. Et je voudrais qu'on les examine toutes. Il y a peut-être certaines auxquelles je n'ai pas pensé, mais enfin, je ne crois pas. Pourquoi ? Bon, examinons les causes de cette amnésie collective. Alors, première hypothèse, l'événement rémois du 7 mai n'était qu'une reddition partielle, un accessoire, un préalable, voire, comme j'ai lu parfois, une répétition générale. Comme si on faisait une répétition générale pour un événement pareil, la fin d'une guerre qui a quand même fait 50 millions de morts, c'est en englobant le Pacifique, mais enfin qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts. Donc, en réalité, tout ça, ça ne tient pas. L'événement rémois du 7 mai 1945 fut bien décisif. Même sans la cérémonie de Berlin du 8 mai, la guerre aurait été pareillement terminée en Europe et exactement au même moment. Reims, le 7 mai, c'est bien la capitulation sans condition de toutes les troupes allemandes sur tous les fronts européens, sans exception. Alors pourquoi cet oubli ? Pour le comprendre, il faut prendre un peu de recul. Et il faut appréhender ce double événement, celui du 7 mai et l'oubli du 7 mai, comme un miroir de l'après-guerre, comme le révélateur de trois réalités internationales de l'après-guerre. Ces trois réalités internationales, c'est d'une part la méfiance à l'égard de l'Allemagne, deux, les prémices de la guerre froide, et trois, l'affaiblissement de la France. Mais évidemment, je vais reprendre ces trois points pour expliquer mon point de vue. Le premier point, c'est une hypothèse. Est-ce que le lieu de l'événement est contradictoire avec le message de l'événement ? Autrement dit, dans l'oubli de l'événement rémois, est-ce que Reims, la ville de Reims, joue un rôle ?
Est-ce que ce qui gêne dans l'idée que la capitulation ait lieu à Reims, c'est Reims? Bon. Alors, je vous dirai tout de suite que je ne crois pas du tout à cette hypothèse, mais vous n'êtes pas obligé de me faire confiance. Et donc, analysons, entrons tout petit peu dans le détail. Pour répondre à cette question, il faut d'abord, il faut tout simplement mettre en relation deux images. Quel est le message qu'on veut faire passer le 7 mai 45, d'une part, et est-ce que l'image de Reims, du lieu où a été signée la capitulation, est contradictoire avec ce message? Auquel cas, on pourrait peut-être comprendre pourquoi on ne voulait pas retenir l'idée. Alors, quel est le message qu'on veut faire c'est agaçant, ça, je suis désolé. Quel est le message qu'on veut faire passer? C'est simple, c'est la haine de l'Allemagne. Je dis bien la haine de l'Allemagne et pas seulement la méfiance envers l'Allemagne. Alors là, je pourrais vous donner tout un tas de citations tirées du journal d'Eisenhower, des notes qu'il prend, de la correspondance qu'il envoie à sa femme. Il y a vraiment, vraiment une haine des Allemands encore plus grande. En 1945, c'est-à-dire peu de temps avant la signature de l'acte de reddition du 7 mai, tout simplement parce qu'on découvre, les soldats, les chefs militaires alliés découvrent la réalité des camps de concentration. Et là, Eisenhower, on le sait, on le voit, il y a tous les témoignages, il y a un choc dans la vision de ces camps lorsqu'ils sont libérés entre janvier et puis, pour les premiers, et puis ensuite surtout avril et mai 1945. Donc, il y a vraiment une haine de l'Allemagne. Mais cette haine de l'Allemagne, elle est basée sur le fait que, comment dire, le Sonderweg, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de chemin particulier de l'histoire allemande sur la longue durée. Et c'est en particulier le thème que reprend De Gaulle dès 1941, mais Churchill va faire la même chose, c'est le thème de la guerre de 30 ans. Il y a l'idée que la guerre de 14, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est la même guerre. C'est une guerre de 30 ans. C'est-à-dire une guerre pendant laquelle l'Allemagne a voulu dominer l'Europe et dominer le monde. Donc, il faut à tout prix la maintenir soigneusement sous tutelle. Donc, voilà, c'est ça, c'est la raison, c'est ce message-là qu'on veut faire passer lors de la signature de la capitulation. Précisément, ça revient au même de dire on ne veut pas d'armistice, on veut la capitulation. Est-ce que ce sentiment est partagé par la population française? On pourrait se poser cette question-là. Est-ce que cette haine à l'égard de l'Allemagne est partagée par la population française, oui ou non? Alors là, il n'y a pas d'hésitation. On peut, comment dire, on peut répondre oui, en particulier parce que la Première Guerre mondiale a été caractérisée par une grande violence. C'était à l'époque, vous le connaissez tout ça, mais moi qui viens de Reims, c'est quelque chose qui est très frappant parce qu'à Reims, 1051 jours de bombardement. 1051 jours pendant les 4 ans de la Première Guerre mondiale. La ville est détruite à 85%. Et le symbole de, entre guillemets, dans les textes de l'époque, de la barbarie allemande, c'est bien sûr la cathédrale mutilée en flammes en septembre 14 et qui a été ensuite continuellement bombardée. Donc, la haine pendant la Première Guerre mondiale pour l'Allemagne est d'une évidence. Je ne vais pas la développer. C'est vrai à Reims, mais c'est vrai dans toute la France. Alors, que se passe-t-il après la Première Guerre mondiale? Les choses sont un tout petit peu plus complexes. Dans les années 20, ça ne change pas. La haine est toujours présente, et cette haine, on la voit partout, notamment dans les manuels scolaires des années 20. Il y a vraiment une profonde, non seulement méfiance, mais vraiment grande hostilité, voire haine. Dans les années 30, il y a une modification. Vous avez à ce moment-là un grand courant pacifiste qui se développe dans toute la France et qui va avoir comme résultat de relativiser la haine vis-à-vis de l'Allemagne. Elle ne disparaît pas, mais elle s'estompe. En tout cas, elle ne devient plus officielle, elle devient officieuse dans les conversations privées. On parle d'ébauche,
etc. Mais dans la presse, on ne parle plus des Boches. Je vous donne deux exemples qui sont liés à ma ville, mais qui sont révélateurs, parce que dans cette ville qui est charnellement touchée. En 1938, en juillet 1938, on réinaugure, je ne sais pas si c'est très français, enfin, on inaugure à nouveau la cathédrale de Reims. Elle a été reconstruite, il a fallu quand même 20 ans, elle est inaugurée. Il y a un numéro spécial du journal local qui, 8 pages entières, mais écrit très serré, enfin, il y a énormément de textes. J'ai tout lu sur ce numéro spécial pour la réouverture de la cathédrale de Reims. Il y a un mot qui n'apparaît pas dans tous les centaines de milliers de signes typographiques. Un mot n'apparaît pas. Vous savez lequel? Allemagne. Le mot Allemagne n'apparaît pas. Autrement dit, la cathédrale qui est inaugurée, elle a été détruite en partie par quoi? Par les horreurs de la guerre. Par les horreurs de la guerre. Alors, bien sûr, tout le monde sait que c'est l'Allemagne, évidemment. Ce n'est pas le Luxembourg. Mais on ne le dit pas. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif. Encore plus significatif, le 11 novembre 1938, c'est-à-dire juste après, 2 mois après, 3 mois après l'inauguration de la cathédrale, il y a un banquet des anciens combattants, toujours à Reims, juste à côté, qui s'appelle le banquet de la paix. Et j'ai retrouvé le menu. À l'époque, on faisait des menus imprimés. Enfin, aujourd'hui encore, ça se fait pour les mariages ou des choses comme ça. Le banquet imprimé, il y a une illustration sur ce banquet, sur le menu de ce banquet. L'illustration représente les 4 signataires de l'accord de Munich qui vient d'avoir lieu en septembre 1938. Vous avez Daladier, ok, mais vous avez les 3 autres. Et vous avez donc Hitler, certes de dos, mais enfin il est quand même là. Donc on est en novembre 1938, on honore Hitler et Daladier. Donc vous avez vraiment alors, je crois que les anciens combattants n'en pensaient pas moins, mais quand même, ça veut dire que vous avez un discours pacifiste qui est véritablement très développé pendant cette période. Mais enfin, qui n'empêche pas les souvenirs. Ce qui fait que je résumerai toute cette période en disant pacifisme, oui, germanophilie, non. Il y a toujours de la germanophobie, mais elle est sur un mode mineur. Alors, les Français ne veulent pas d'une nouvelle guerre, ça c'est absolument évident. Pour autant, ils n'ont pas changé. Pour autant, c'est quand même les Boches, ceux en 1939. L'occupation, elle ne va rien changer à ça, au contraire. On connaît extrêmement bien le sentiment des Français pendant l'occupation, grâce aux travaux des historiens, grâce à des sources très importantes, qui sont pour l'essentiel 2 sources. D'une part, les rapports des préfets. Les préfets sont chargés chaque mois de faire un rapport sur l'opinion, de dire que pensent les préfets, que pensent les Français de tel ou tel événement. Évidemment, il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas parce qu'un préfet de Vichy dit que les Français sont contre la collaboration que ça veut dire qu'ils sont contre, ils sont pour. Il faut croiser les sources, il faut estimer la valeur de chaque préfet, bref, est-ce qu'il manipule les choses, etc. Enfin, ça, c'est notre travail. Mais grâce à cette source-là, on a des indications quand même assez sérieuses. Et puis, on a une deuxième source très intéressante, c'est ce qu'on appelle le contrôle postal. Pendant l'occupation, en moyenne, 400 000 lettres chaque semaine sont ouvertes par le contrôle postal, lues attentivement et résumées. Et puis ensuite, on recachette sans le faire voir, sans que celui qui a envoyé la lettre ou celui qui la reçoit sache que sa lettre a été ouverte et analysée. Donc, avec ces 2 sources, c'est très compliqué, mais enfin, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille là-dessus, on a une idée très précise de l'opinion des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, dès 1940, dès les premiers sondages, enfin, les sondages imparfaits, mais de ce type-là, l'équivalent de nos sondages actuels, dès 1940, nos indicateurs sont clairs, septembre 1940, les Français sont clairement anglophiles et espèrent la défaite de l'Allemagne. Dès ce moment-là.
Et cette germanophobie n'arrête pas de croître pendant toute la période. Je peux vous donner simplement quelques exemples sans vouloir être trop long. Je vous donne, dès juin 42, par exemple, le préfet de la Marne, mais il n'y a pas d'exception marnaise sur ce plan, il écrit, juin 42, « Plusieurs exécutions pour détention d'armes et un certain nombre d'arrestations pour des motifs divers sont venus accroître le malaise et renforcer les sentiments anti-allemands de la grande majorité de la population. » La grande majorité de la population. Là, il n'y a pas de photo là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est très clair, et ça va s'aggraver par la suite. Il y a notamment le malaise qui est provoqué en juillet 1942 par l'aide apportée par la police française et la gendarmerie pour arrêter les juifs étrangers, mais surtout, il y a le ressentiment basé sur les ponctions faites par les autorités allemandes. Donc je ne multiplie pas les citations, mais vraiment là c'est clair et net. Donc l'hostilité envers l'Allemagne est véritablement énorme. Après la libération, cela n'arrête pas. Vraiment, sans exception, on parle dans les textes des barbares d'outre-Rhin, mais encore une fois, c'est les Français qui parlent. Les policiers sont là, ils notent leurs phrases, mais ce n'est pas fait pour la galerie, c'est leur sentiment qu'ils expriment. Donc, première conclusion, le message que les Alliés veulent faire passer, ce message de haine vis-à-vis de l'Allemagne, est partagé par la population française. Or, l'image de Reims colle parfaitement avec ce message. Parce que Reims, c'est quoi? Bien sûr, c'est les sacres, enfin ça c'est un peu old-fashioned. En 1944, Reims, c'est la Première Guerre mondiale. C'est réellement cette ville mutilée, détruite à 85%. Donc, il était parfaitement logique de garder le souvenir de la capitulation rémoise du 7 mai 1945 pour signifier ce message d'hostilité envers l'Allemagne. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. On l'a oublié. Ce n'est donc pas le premier facteur qui peut expliquer les choses. Regardons le deuxième facteur, ce que j'ai appelé les prémices de la guerre froide. Alors, la guerre froide, je ne résume pas, vous connaissez bien l'affrontement entre, en gros, l'Ouest et l'Est, qui apparaît clairement en 1947. Bien. Là, on est en 1945. En fait, elle va naître à ce moment-là. Elle va naître dès le 7 mai 1945, mais personne ne s'en rend compte, du moins pas la population. Je vais entrer dans le détail. Faisons d'abord toute petite excroissance qui n'est pas hors de propos. On pourrait dire dans une certaine mesure que la guerre froide a été permanente. C'est-à-dire que depuis la création de l'Union soviétique, depuis la révolution bolchevique, dite d'octobre 1917, même si elle s'est passée en novembre 1917, bref, depuis la révolution, la prise du pouvoir par les bolcheviks, l'idée de guerre entre le communisme et le capitalisme est une idée permanente. Je vous rappelle, c'est une citation de Trotsky de cette période, lorsqu'il dit que les frontières de l'URSS sont les tranchées provisoires de la lutte des classes. Bon, vous avez un projet mondial avec le communisme, et ce projet mondial, il a duré jusqu'à la fin du communisme en tant qu'institution étatique, c'est-à-dire en 1989. Donc de 1917 à 1989, la guerre froide est permanente, sauf à un moment, lorsque tous les deux, l'Est et l'Ouest, pensent qu'il y a un ennemi plus important, plus dangereux. Vous l'avez évidemment compris, c'est la période d'Hitler. Mais dès que Hitler est liquidé, autrement dit, dès qu'on signe la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, le 7 mai 1945, eh bien là, le conflit initial qui est né en novembre 17, le conflit initial revient très clairement. Voilà
Un autre document sur lequel je voudrais rester une seconde. Ah oui, là, mais vu qu'on ne voit pas grand-chose, c'est pas même que j'insiste, c'est des images de la destruction de Reims et de la cathédrale, mais je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Voici les mémoires. Alors cette fois-ci, ce n'est pas Hitler, c'est Zhukov, c'est-à-dire le principal militaire soviétique, le vainqueur de Stalingrad, de Berlin, etc. Celui qui va signer à Berlin. Voici ce qu'il écrit dans ses mémoires. Je pense, oui, voilà, le 7 mai, le commandant suprême, alors le commandant suprême, c'est Staline. Le 7 mai, Staline me téléphona et me dit « Aujourd'hui à Reims, les Allemands ont signé l'acte de la reddition sans condition. » Ça, c'est vrai. Puis, continua-t-il, c'est le peuple soviétique qui a porté sur ses épaules la plus grande partie du poids de la guerre. La capitulation doit donc être signée devant le commandement supérieur de tous les pays de la coalition anti-hitlérienne et non devant le seul commandement suprême des troupes alliées. Je n'ai pas non plus accepté, continua Staline, que l'acte de capitulation n'ait pas été signé à Berlin, au centre même d'où est partie l'agression fasciste. Nous avons convenu avec les Alliés que l'acte signé à Reims sera considéré comme un protocole de capitulation provisoire. Demain arriveront à Berlin les représentants, etc., etc. On voit bien, là, qui est le principal responsable de l'oubli de Reims, c'est effectivement Staline. Je vous fais remarquer ce terme intéressant quand même. Protocole de capitulation provisoire. Alors, il y a une ambiguïté dans la traduction, parce que capitulation provisoire, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est un oxymore. Si vous capitulez, ce n'est pas provisoire, c'est définitif. Bon, c'est peut-être le protocole qui est provisoire, mais ce n'est pas très clair. Dans un autre texte d'un historien soviétique publié en 1971, j'avais trouvé une autre formule. Il parle le protocole préliminaire de la capitulation. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas le cas. Le premier mot de Staline, c'est la reddition sans condition, ce qui est exact. Et ensuite, il se bat pour que les Américains changent leur analyse. Effectivement, mettons-nous, après Hitler, mettons-nous dans l'esprit de Staline. Essayons de penser ce que pensait Staline. Si la capitulation avait seulement lieu à Reims le 7 mai, pour les générations futures, comment se serait terminée la Seconde Guerre mondiale en Europe? Eh bien, le chef de la Wehrmacht aurait capitulé devant un général américain, le général Eisenhower et son adjoint, le général américain Bedell Smith. En effet, à Reims, il y a un général soviétique, Sousloparov, il s'appelle. Enfin, personne ne le connaît. Et c'est normal que personne ne le connaisse, puisque c'est simplement un officier de liaison envoyé par les soviétiques auprès d'Eisenhower. Autrement dit, ce n'est pas la présence d'un général inconnu dans l'état-major d'Eisenhower qui aurait pu rétablir l'équilibre symbolique. Donc, symboliquement, l'Allemagne aurait été battue par les Américains comme force principale. D'où le fait que Staline multiplie les initiatives pour gommer Reims de la mémoire collective. Et donc, comme il le dit, là vous le voyez, comme le dit Zhukov, la première chose, c'est de coupler cette cérémonie de Reims avec une autre cérémonie qui est celle de Berlin. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que la cérémonie du 11 novembre 1918, dans le wagon de Rotonde, on l'ait couplée, on en ait fait une deuxième ailleurs? Bon, évidemment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que l'armée française, en 1918, est évidemment la principale armée qui s'est battue depuis 1914. Donc, il n'y a pas de photo là-dessus.
Évidemment, pour le second conflit mondial, les choses sont différentes, car les soviétiques ont de solides arguments pour rappeler leur sacrifice. Mais pour les soviétiques, ce n'est pas seulement une question de vérité historique, c'est une question politique. Être le principal vainqueur de l'Allemagne, être le vrai vainqueur de l'Allemagne, c'est affirmer ses droits à dominer tout ou partie de l'Europe. Et sur ce plan, c'est-à-dire sur la vision de l'URSS dans la victoire, il est clair que la cérémonie de Reims ne fait pas le poids face à la cérémonie de Berlin sur le plan symbolique. D'abord, comme vous le savez, Berlin se situe dans la zone d'opération des troupes soviétiques et relativement loin, enfin en tout cas pas à côté, des troupes occidentales. Ensuite, le personnage principal de la cérémonie de Berlin, c'est indiscutablement le maréchal Zhukov. Or, Zhukov, ce n'est pas Sousloparov. Zhukov, c'est le vainqueur de ce qui apparaît comme le tournant de la guerre, la victoire de Stalingrad. À cela, alors là, parenthèse de l'historien, quand on regarde les sondages, alors là, les vrais sondages, les premiers sondages qui sont faits en France, scientifiques, sont faits en septembre 1944. D'abord seulement à Paris, et puis à partir de novembre, je crois, ou décembre, j'ai un trou de mémoire, ils sont faits dans toute la France. Eh bien, quand on voit les sondages de cette époque-là, c'est clair que très grande majorité des Français disent que le peuple qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne, c'est l'Union soviétique. Alors que 30 ans à partir de 1984, on a une grande vague de sondages à ce moment-là, c'est les Américains qui sont perçus par les Français comme étant les principaux responsables de la défaite. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort. Je vous parle là des représentations dans la population française. Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est clair, c'est les Soviétiques qui sont les principaux responsables de la victoire. D'où le fait que ça ne choque pas, le fait que c'est la cérémonie de Berlin. Alors, à cela, le fait qu'on couple Reims avec Berlin, il y a un autre élément intéressant à observer, qu'on a, pour le coup, qui n'apparaît pas dans les livres d'histoire. Or, ça me semble tout à fait intéressant à souligner. La cérémonie de Berlin apparaît étrange, non seulement parce que le véritable acte a déjà été signé, non seulement parce que les combats ont déjà cessé. La reddition est déjà entrée en œuvre, déjà mise en œuvre, lorsque la signature est faite. Bon. Mais enfin, en dehors de ça, il y a quand même un truc bizarre. Quand on lit les témoignages des participants occidentaux, ils ne comprennent pas pourquoi les soviétiques perdent du temps. Les Keitel, qui doit signer l'acte de capitulation, est déjà là depuis belle lurette. Tout le monde est déjà là. Et puis ça traînaille. Et vas-y que je te fais des toasts, vas-y que je... Enfin bref, il y a toute une perte de temps que personne ne comprend. Je ne peux pas le démontrer aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui me font penser que Staline a donné comme directive aux négociateurs soviétiques de faire signer l'acte, non pas le 8, mais le 9 mai. De telle sorte qu'il y ait une dissociation entre Reims et Berlin. Qu'on oublie encore plus Reims, puisqu'il y aurait 48 heures, il y a à peu près 48 heures qui séparent les deux cérémonies de capitulation. Et l'autre avantage, alors là, c'est une hypothèse qui ne me semble pas non plus stupide. L'autre avantage, c'est que ça permettra au peuple de l'Est, de l'Europe de l'Est, de fêter la capitulation un autre jour que les peuples de l'Ouest, comme si c'était quelque part pas la même guerre. En tout cas, vous avez une dissociation symbolique forte qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est le 9 mai
que les soviétiques et tous les peuples anciennement dominés par Moscou fêtent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Reste à élucider la position américaine. Pourquoi les Américains ont accepté? Pas obligés d'accepter. Alors, il y a deux explications possibles. La première, pourquoi je me pose cette question-là? C'est parce que ça va quand même avoir de graves conséquences. C'est-à-dire, comme vous le savez, j'imagine, les pays totalitaires, quels qu'ils soient, ont un rapport particulier au passé. Parce que pour eux, le passé, c'est la source de leur légitimité. Et donc, ils ont toujours un passé complètement mythifié, reconstruit. C'est une arme politique de première importance. Donc, tout le discours sur la Seconde Guerre mondiale est essentiel pendant toute la période soviétique. Et pas seulement pendant la période soviétique. Aujourd'hui encore, l'arme de l'histoire est utilisée par le gouvernement russe actuel dans la légitimation de sa guerre en Ukraine. Donc, les pays autoritaires et totalitaires ont un rapport particulier à l'histoire qui est totalement instrumentalisé. Eh bien, pour Staline, ça a été un instrument énorme, le fait de dire que c'est l'Union soviétique qui a, de loin, été la principale puissance à battre le nazisme. La preuve, c'est à Berlin, etc., etc. Donc, ça aurait relativisé les choses si la capitulation était perçue comme l'événement rémois avec son parfum américain, pour dire les choses un peu rapidement, avec Eisenhower comme personnage principal. Donc pourquoi les Américains ont-ils fait cela? Il y a deux explications possibles. La première, c'est qu'ils ne comprennent pas grand-chose à la symbolique. C'est pas parce qu'ils seraient idiots, évidemment, mais parce qu'ils ne sont pas trop sensibles à ces aspects-là. C'est possible. J'ai un exemple là. Alors évidemment, là, je suis désolé, j'imagine que vous ne voyez pas grand-chose. Et c'est une monnaie, c'est ce qu'on appelle parfois les francs de la libération. C'est les monnaies que les Américains avaient lorsqu'ils ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Et cette monnaie avait cours pendant toute la période de la libération. Elle avait cours alors qu'elle n'était pas reconnue, par Vichy évidemment, mais pas par De Gaulle non plus. Et De Gaulle a dénoncé la fausse monnaie. Bon, il y avait... or, ils auraient quand même pu faire un billet de banque qui ressemble un peu moins au dollar, quoi. Et c'était quand même pas si compliqué que ça. Et donc, vous comprenez qu'en faisant des trucs, un billet pareil, toute une thématique sur la nouvelle colonisation pouvait se développer. Donc, le rapport à la symbolique, c'est pas le point fort des Américains. Peut-être parce que c'est un peuple jeune, j'en sais rien, c'est des hypothèses, là, je ne veux pas faire des élucubrations, mais peut-être qu'il y a une distance temporelle qui manque avec ce peuple qui est quand même créé depuis, ce pays qui est créé depuis peu de temps, alors que l'Europe, ça date de, etc., etc. J'en sais rien, c'est une hypothèse. Toujours est-il qu'ils ont un rapport à la symbolique qui n'est pas terrible. Bon, ça c'est la première hypothèse. Mais il y a peut-être une autre hypothèse. Alors, l'autre hypothèse, elle est certaine. C'est que je pense qu'il y a encore des traces de la croyance avérée de l'administration Roosevelt, et de Roosevelt en premier lieu, sur la possibilité de s'entendre avec Staline. Il y a réellement la croyance, dans une partie de l'administration américaine, en 1944, qu'il va y avoir une démocratisation de l'Union soviétique. Et donc, faire un cadeau aux Russes, un cadeau qui ne coûte rien, qui ne coûte pas grand-chose, à première vue, c'est de bonne politique. Quand on lit les textes d'Eisenhower de l'époque, pas après, mais les textes de ce qu'il écrit en 1944-1945, sa correspondance, on voit très nettement qu'il y a cette haine de l'Allemagne et il y a un regard très, très positif sur l'Union soviétique. Et l'armée rouge, pas politique, bien sûr, mais nous sommes tous des combattants, nous voulons tous la paix, nous sommes tous, etc., etc., etc. Le changement, parce qu'il va y avoir un changement très rapidement,
on peut le dater très nettement. Le changement, c'est Potsdam, c'est Truman. Là, à Potsdam, Truman, le nouveau, vous savez que Roosevelt est mort en avril, c'est Truman qui va le remplacer. Alors là, pour le coup, c'est plus du tout la même vision de l'Union soviétique. Et là, Truman a complètement conscience que l'Union soviétique ne s'arrêtera que lorsqu'on dira stop. Et il va dire stop. Mais enfin, nous ne sommes pas à Potsdam en juillet 1945. Je suis là à Reims et à Berlin au mois de mai 1945. Donc à ce moment-là, il y a l'idée que on peut faire un cadeau aux soviétiques. Les soviétiques, dans cette volonté d'effacer Reims au profit de Berlin, ont aussi un allié de poids à l'intérieur même de la France. Ils ont plusieurs alliés de poids à l'intérieur de la France. Il y en a un dont on parle peu, mais qui est important, c'est le Parti communiste. Parce que le Parti communiste, pendant toute cette période, c'est la première force politique française à égalité avec le général de Gaulle. Mais le général de Gaulle, c'est un individu qui n'a pas à ce moment-là de parti politique. Donc c'est une force considérable, indiscutable, mais enfin, il n'y a pas de parti. Le RPF n'est créé qu'en 1947. Or, le Parti communiste, il est à 28,6% lors des élections de 1946, donc il est extrêmement, extrêmement puissant. Eh bien, et c'est un parti qui a un rapport au passé extrêmement étroit, lui aussi. C'est-à-dire que sa légitimité politique, il la trouve, pendant toute cette période, il la trouve dans la résistance. Le parti se fait toujours appeler le parti des fusillés. Bon, il y a tout un tas de mythologie qui s'est développée autour de ça. En tout cas, ce rapport à la résistance, ce rapport à la lutte anti-nazie est fondamental dans sa puissance. D'où sa politique de commémoration très forte. Or, pour commémorer la victoire, il y avait 3 solutions possibles pour le Parti communiste. 3 dates possibles. La première date, c'est août 1944, la libération de Paris, Paris étant la métonymie de la France. Il y avait le 7 mai 1945 à Reims et le 8 mai 1945 à Berlin. Eh bien, dans ces 3 dates-là, jamais, absolument jamais, il n'évoque la deuxième. Il évoque soit la première, soit la troisième. Il évoque en majorité la première. Je vous ai là donné que 2 exemples d'affiches de l'époque qui commémorent la libération de Paris, parce que ça permet de développer la légende selon laquelle le peuple français se serait libéré tout seul grâce à une insurrection, rejoignant les insurrections du XIXe siècle. Bon. Et puis, il commémore aussi très largement le 8 mai 1945 en insistant sur le rôle de l'Union soviétique dans la victoire. En revanche, la deuxième date, il n'en parle absolument jamais. Pour autant, il n'y a pas que Staline qui est le principal responsable de l'oubli de Reims, aidé par le Parti communiste. Il y a un autre responsable de l'oubli de la capitulation de Reims, c'est le général de Gaulle. Et là, ça renvoie à un autre événement qui est l'effet de la 3e interrogation dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous rappelais la haine de l'Allemagne, les prémices de la guerre froide et l'affaiblissement de la France. Eh bien, c'est ce 3e facteur qui explique aussi pourquoi on a oublié cet événement du 7 mai. Ce sera ma dernière partie qui me servira de conclusion, mais on pourra approfondir ensuite lors des questions. Ce que j'ai appelé l'affaiblissement de la France. À Reims, le 7 mai 1945, la France est représentée. La France est représentée par quelqu'un, si on était au jeu des 1000 €, je pense que je gagnerais si je vous demandais quel était le nom de celui qui a signé l'acte de capitulation. Parce qu'il est totalement inconnu aujourd'hui. C'est le général François Sevez. Bon, personne ne le connaît. Évidemment, personne ne le connaît, parce que c'est un illustre inconnu. C'est un agent de liaison, comme Sousloparov pour les Russes.
C'est un agent de liaison. Or, quand il signe en tant que témoin. C'est ce qui est marqué sur l'acte. Hein. Il y a Jodl qui signe, l'adjoint au chef d'état-major, enfin le chef d'état-major allemand, Alfred Jodl, qui signe, et comme témoin, il y a François Sauvez. Témoin, d'un point de vue symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France n'a pas été actrice de sa libération, elle a été spectatrice de sa libération. Elle n'est que témoin, elle n'est pas partie prenante de sa libération. C'est ça le message subliminal qui est développé. Alors que, à Berlin, qui est à Berlin pour la France? C'est le général de Lattre de Tassigny. C'est pas François Sauvez. De Lattre de Tassigny, tous les Français le connaissent. C'est le chef de la première armée française. Alors, les mauvaises langues disent la première armée française, oui, la seule. C'est vrai, il n'y a qu'une seule armée française au sens d'unité militaire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu et qui les exploits de la première armée remplissent les colonnes des journaux français. Donc, en une journée, la France est passée du statut de témoin au statut d'acteur de sa libération. Même si à Berlin, officiellement, c'est en tant que témoin que de Lattre signe, mais comme les Anglais aussi, c'est en tant que témoin. Sauf que, encore une fois, Sauvez et de Lattre, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'à Berlin, de Lattre a dû se battre pour faire rajouter des petits drapeaux français. Ils avaient oublié les petits drapeaux français. Mais enfin, il a réussi à mettre des drapeaux français. Et donc, quand, à titre un peu anecdotique, j'ai, juste avant de venir ici, je suis allé voir que j'ai tapé capitulation de l'Allemagne et j'ai regardé ce que Internet nous offrait. Et j'ai trouvé un extrait du site Ouest France, enfin, ça n'a aucune importance, sauf que c'est un excellent journal régional. Et vous avez donc une photo. À droite, vous avez de Lattre, et c'est la légende. De Lattre signe la capitulation de l'Allemagne à Berlin. C'est faux. C'est faux. De Lattre n'a pas signé la capitulation de l'Allemagne à Berlin. Il témoigne du fait que l'Allemagne a capitulé. L'Allemagne n'a pas capitulé devant de Lattre de Tassigny. Mais enfin, bon, d'abord, c'est un peu subtil. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprendrait la différence. Mais ce n'est pas grave. Ça choque personne. Tout le monde pense que, bah oui, les Allemands ont capitulé devant les quatre puissances. Bon. Autrement dit, de Lattre a réussi, par sa présence, à transformer le statut de la France. Quand Keitel rentre, alors Keitel c'est le numéro 1, Jodl à Reims c'était le numéro 2. Quand Keitel signe la capitulation, dit-on, les témoignages sont pas tous unanimes, enfin bon, c'est pas très grave, l'idée était là. On dit qu'il entre, qu'il dit « Ah, Franzosen auch », les Français aussi sont là. Bon, ça veut dire que c'était pas évident qu'ils fussent là. Eh bien, si, ils étaient là, et la présence de Lattre fait qu'il a réussi à avoir un statut, enfin que la France a eu un statut à égalité avec les autres. Vous comprenez pourquoi De Gaulle fit tout pour remplacer dans la mémoire française le Reims du 7 mai par le Berlin du 8 mai. Or, comme je vous l'ai dit, à la Libération, il y a deux forces politiques qui comptent dans la France de la Libération. Les gaullistes et les communistes. Il y en a d'autres, bien sûr, mais quand même, à eux deux, ils occupent largement la majorité du spectre. Et donc, et en plus, cette domination va connaître des hauts et des bas, mais quand même, de 1944 à 1977, en gros, ce sont les deux forces principales. La droite est largement dominée par De Gaulle jusqu'à 1977 et puis ensuite Chirac, enfin c'est les gaullistes, et le PCF jusqu'en 1977 est la force dominante à gauche. Donc ces deux grandes puissances, d'un point de vue mémoriel, d'un point de vue politique, sont d'accord, toutes les deux, pour effacer le Reims de 1945 au profit du Berlin de 1977.
du 8 mai 1945, parce que toutes les deux communient dans l'idée, pour des raisons différentes, mais dans l'idée qu'il faut être relativement proche de l'Union soviétique, en tout cas avoir des liens étroits avec l'Union soviétique, et toutes les deux, ces deux forces, toutes les deux communient dans une forme d'anti-américanisme plus ou moins prononcé, selon qu'on soit du côté communiste ou du côté gaulliste. Donc, tout cela participe à l'oubli du 7 mai 1945. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Les protagonistes directs sont morts, et en France, l'heure du post-gaullisme et du post-communisme a sonné depuis longtemps. Il est donc temps que l'heure d'une histoire dépassionnée, d'une histoire la plus rigoureuse possible s'impose, et qu'entre autres choses, on redonne à la capitulation de Reims du 7 mai 1945 toute l'épaisseur historique qu'elle mérite. Je vous remercie de m'avoir écouté.